Bienvenue sur Le Murmure Digital, là où les grandes idées résonnent en silence. Installez-vous, écoutez attentivement et plongeons ensemble dans le sujet d'aujourd'hui. Imaginez juste un instant que notre cerveau, avec toute sa complexité, puisse être piraté. Mhm. Et pas par un hacker caché derrière un écran à l'autre bout du monde, mais par la personne juste là, assise au bureau d'à côté. Ou même, pire, la personne qui partage notre foyer. Ouais, c'est une image terrifiante mais très réaliste. Bah oui, c'est exactement ce qu'on va décortiquer dans notre exploration d'aujourd'hui. On a un document fascinant, un rapport clinique exhaustif qui s'intitule Manipulation humaine, comprendre et se protéger. Et on va faire une vraie autopsie de l'influence humaine, de son côté le plus sombre. C'est ça. Le but ici, c'est vraiment pas de faire de la psychologie de comptoir sur les relations un peu toxiques, tu vois. C'est d'armer l'esprit. D'armer l'esprit face aux prédateurs sociaux. Absolument, parce que la manipulation, on a souvent tendance à se dire «Oh, c'est juste quelqu'un d'un peu lourd» ou «c'est un problème de communication». Mais en fait, non, c'est une ingénierie redoutable. Ouais, c'est structuré, quoi. Exactement. C'est un système complexe d'effraction cognitive. Ça suit des protocoles ultra précis pour détruire la réalité de l'autre. Donc si on comprend cet engrenage, de la philosophie jusqu'à la neurobiologie, on peut enrayer la machine de l'intérieur. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Avant même de parler de se défendre, il faut capter le moment où la ligne rouge est franchie. Parce que c'est quoi la différence entre la persuasion normale et l'emprise toxique? C'est une excellente question. Et c'est souvent très flou au début. J'ai souvent cette image en tête, tu me dis si c'est pertinent. Pour moi, la persuasion saine, c'est comme une danse. Les deux personnes entendent la même musique, elles ont le même rythme, et elles choisissent d'aller sur la piste ensemble. Ouais, je vois tout à fait. Alors que la manipulation, c'est faire bouger l'autre dans le noir total, comme une marionnette sans qu'elle s'en rende compte. Mais c'est une analogie parfaite. Et d'ailleurs, l'image de la marionnette, ça nous ramène direct à la philosophie morale. Je pense surtout à Immanuel Kant. Ah oui, on remonte aux fondamentaux. C'est incontournable. Kant, il parle de l'impératif catégorique et il utilise un concept très précis pour définir cette ligne rouge. C'est la réification. La réification, donc transformer en chose. C'est exactement ça. Kant dit qu'un être humain doit toujours être une fin en soi, jamais un simple moyen. Donc le manipulateur, en fait, il franchit cette ligne éthique en réifiant sa cible. Il la transforme en objet utilitaire. Waouh! Donc il dépouille la personne de son humanité, littéralement, pour s'en servir comme d'un outil. Ouais, c'est glaçant dit comme ça, mais c'est ça. Dans une danse ou une persuasion saine, l'influence se fait à découvert. Les arguments sont là, sur la table, tu peux dire non, ton consentement est éclairé. Le fameux libre arbitre. Voilà. Alors que dans la réification, l'influence, elle est clandestine, les vraies intentions sont cachées, la personne pense agir de son plein gré, mais en réalité, elle sert uniquement les intérêts du prédateur. D'accord, mais pour réussir ce tour de magie, si je puis dire, il faut bien que le manipulateur arrive à contourner les défenses de la personne. Comment on fait pour transformer quelqu'un en marionnette sans qu'il s'en rende compte? Eh bien, le rapport souligne un point clinique crucial. Les prédateurs ne créent pas de nouvelles failles, ça leur prendrait trop d'énergie. Ils exploitent juste les raccourcis que notre cerveau utilise déjà en permanence. Les biais cognitifs, c'est ça, comme ceux de Robert Cialdini. Exactement. Le cerveau, c'est une machine qui cherche toujours à économiser de l'énergie, tu vois. On prend des milliers de décisions par jour, donc on utilise des raccourcis automatiques, des heuristiques. Et ces raccourcis deviennent des failles de sécurité. C'est tout à fait ça, des portes d'entrée grandes ouvertes. Prenons le biais de sympathie. Le rapport explique qu'un manipulateur va très souvent se présenter comme le faux gentil. Il utilise une technique redoutable qu'on appelle le love bombing. Le bombardement d'amour, j'en ai entendu parler, mais c'est pas juste faire quelques compliments, si? Ah non, pas du tout, c'est une avalanche, c'est démesuré. Le manipulateur va te faire croire qu'il devine tes pensées, qu'il a soudainement les mêmes passions que toi. Il crée un sentiment d'exceptionnalité absolue. Donc la cible se sent vue, comprise, comme jamais auparavant, quoi. C'est ça, tu baignes dans les endorphines, tu baisses tes gardes. Mais le truc glaçant, c'est que derrière cette façade, c'est une simulation stratégique. Le love bombing, c'est une phase de collecte de données. Une collecte de données, genre il prend des notes sur nous. Métaphoriquement, oui. Pendant que tu te confies, le manipulateur cartographie tes vulnérabilités, tes insécurités, tes peurs. Et chaque confidence que tu fais, ça devient une munition qu'il stocke pour plus tard.
pour la phase de destruction. C'est machiavélique. Et une fois qu'il a toutes ces infos, il s'en sert comment? Il va utiliser un autre biais cognitif, notre besoin viscéral de cohérence. L'être humain déteste paraître incohérent, c'est instinctif. Ouais, c'est vrai, on veut tous avoir l'air logique avec nous-mêmes. Parce que socialement, être fiable et cohérent, c'est ce qui nous a permis de survivre dans nos tribus primitives. Donc le prédateur va t'extorquer ce qu'on appelle des micro-engagements. Des micro-engagements, c'est-à-dire? Par exemple, au début, il va t'amener à affirmer une de tes valeurs. Genre, pour moi, la loyauté, c'est la valeur suprême. Et toi, tu valides. Une fois que c'est acté, le piège se referme doucement. Il va utiliser ça contre la personne. Absolument. Il va commencer à exiger des sacrifices de plus en plus lourds, au nom de cette fameuse loyauté. Il va te demander de couper les ponts avec certains amis, par exemple. Et toi, tu vas obtempérer. Parce que si on refuse, on a l'impression de se contredire soi-même, on s'est engagé sur la loyauté. Exactement. Revenir en arrière, ce serait admettre qu'on s'est fait berner depuis le début. Et le cerveau préfère subir une situation toxique plutôt que de faire face à cette dissonance cognitive insupportable. C'est fou. La victime s'enferme elle-même pour justifier les comportements anormaux de son bourreau. Voilà, les défenses rationnelles sont complètement piratées. Et j'imagine que c'est là, une fois que les remparts sont tombés, qu'il sort l'artillerie lourde. S'attaquer à la réalité même de la personne, le gaslighting. Ah, le gaslighting. Oui. Alors là, je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Le gaslighting, est-ce que c'est pas juste un mot un peu à la mode sur les réseaux sociaux pour dire cette personne est un gros menteur? C'est une erreur qu'on fait souvent, de réduire ça à un simple mensonge. Mais c'est beaucoup plus grave que ça. Un mensonge, c'est juste cacher une vérité. Le gaslighting, c'est la décimation systématique de l'appareil perceptif de l'autre. La décimation de l'appareil perceptif, c'est fort comme terme. Parce que le but, c'est pas de te convaincre d'un truc faux. Le but, c'est de te faire douter de ta propre mémoire, de tes propres sens, jusqu'à te faire croire que tu perds la raison. Ah ouais, le fameux « mais tu te fais des films, t'as tout inventé, ça s'est jamais passé ». C'est ça, t'as toujours eu une mémoire défaillante, et quand c'est fait avec une fraudeur absolue, tous les jours, le système nerveux finit par s'effondrer. Les gens font des crises de tachycardie, des insomnies, la boussole interne est complètement brisée. Et ce qui est dingue dans le rapport qu'on étudie, c'est qu'ils expliquent que ce mécanisme ne se limite pas au couple ou au bureau. Ils font une observation sociologique assez fascinante en prenant l'exemple de l'élection américaine de 2016. Bon, on va rester neutre politiquement, mais le document postule que ce gaslighting peut opérer à l'échelle d'une population tout entière. Tout à fait, c'est une théorie macro-sociologique très intéressante du document. L'idée avancée, c'est que si tu noies un pays sous un flot ininterrompu de contradictions factuelles, De fake news ou de déni de réalité, quoi. voilà, eh bien, selon eux, ça finit par détruire la notion même de vérité objective. La capacité de discernement collectif est désactivée. Donc, que ce soit un pays entier ou une seule personne dans son salon, la mécanique est la même. Si tu sais plus ce qui est vrai ou faux, tu finis par t'en remettre totalement à l'autorité du manipulateur pour définir la réalité à ta place. C'est la paralysie totale du discernement. Et d'ailleurs, cette paralysie, elle est encore accélérée par une autre arme sémantique. L'école de Palo Alto, avec des chercheurs comme Gregory Bateson, a très bien défini ça. C'est la double contrainte. Ou l'injonction paradoxale, c'est le même concept, non? Exactement. Et c'est un véritable poison logique. Ça arrive toujours dans une relation asymétrique, là où tu dépends de l'autre pour ta survie émotionnelle ou professionnelle. Le principe, c'est que le prédateur te donne deux ordres, mais ces deux ordres sont fondamentalement contradictoires. Et t'as pas le droit de dire qu'il y a un problème. C'est la règle d'or non dite. Il est interdit de souligner la contradiction. Donc, si tu obéis au premier ordre, tu violes automatiquement le second. L'exemple intime le plus classique qu'on donne souvent, c'est quelqu'un qui exige, mais sois spontané, bon sang. Ah, c'est le court-circuit cérébral garanti. Ah bah oui, parce que si tu t'exécutes et que tu fais un truc, bah c'est plus spontané, vu qu'on vient de te l'ordonner. Et si tu fais rien, tu désobéis. T'es coincé. T'es en faute quoi qu'il arrive. Et ce qui est fou, c'est que le monde de l'entreprise est devenu un laboratoire géant pour ces injonctions paradoxales. Ah oui, le rapport en parle. L'exemple du service client est frappant. C'est un cas d'étole. On dit à un conseiller, il faut humaniser chaque interaction. Prenez le temps d'écouter les gens, montrez de l'empathie. Et dans la même phrase, le manager ajoute « Mais attention, on a réduit les effectifs, donc il faut diviser le temps d'appel par 2 pour atteindre les quotas. » C'est une équation tout simplement impossible à résoudre. Si tu prends le temps d'être humain, on te sanctionne parce que tu es trop lent. Si tu vas vite pour faire tes quotas, on te sanctionne parce que tu manques d'empathie. Donc le cerveau tourne à vide. Il cherche une issue qui n'existe physiquement pas. Et le résultat, c'est pas juste de la fatigue de fin de journée, c'est un niveau de stress toxique qui détruit la santé. Ça mène au burn-out,
ou au brown-out. Le brown-out, c'est la perte de sens, c'est ça? Oui, c'est une mort clinique du sens au travail. L'employé démissionne intérieurement pour juste survivre psychologiquement. Et là, il y a une question évidente qui se pose. Face à ce truc absurde, à ce stress toxique, à ce gaslighting de l'enfer, les amis ou la famille de la victime finissent toujours par s'énerver et dire « Mais pourquoi tu pars pas? Quitte-le, démissionne !» C'est la réaction typique de l'entourage, oui. Mais le rapport montre bien que c'est pas une question de volonté, ni de faiblesse psychologique. C'est purement chimique. J'ai bien aimé leur analogie. Ça m'a fait penser aux machines à sous dans les casinos. Dans un couple sain, par exemple, le confort est constant, tu te sens en sécurité, mais avec un manipulateur, on est sur du renforcement intermittent. Le fameux gain imprévisible de la machine à sous qui te rend accro. Voilà. Le manipulateur crée un environnement chaotique. Tu as des cycles de violence psychologique inouïs, un silence glacial, par exemple, et puis boum, une phase de réconciliation larmoyante sortie de nulle part. Et chimiquement, sous la boîte crânienne, il se passe quoi pendant ces montagnes russes? C'est un tsunami. Pendant la phase d'abus, ton amygdale s'enflamme. C'est le centre d'alarme. Ton corps est inondé de cortisol, l'hormone du stress. Tu es en état de survie, de terreur primaire. La douleur est presque physique. Et ensuite, la réconciliation? Sans prévenir, le bourreau fait un geste tendre. Et là, le basculement provoque une libération torrentielle de dopamine, l'hormone de la récompense et du soulagement. Le contraste doit être hallucinant pour le cerveau. C'est justement l'amplitude de ce contraste qui crée l'addiction. La littérature scientifique est formelle là-dessus. Cette oscillation entre le cortisol et la dopamine, ça crée une dépendance biochimique superposable à celle de la cocaïne. Waouh. Donc, avec le stress chronique, les récepteurs s'usent, non? Ils se désensibilisent. Donc il faut des crises de plus en plus violentes et des réconciliations de plus en plus dramatiques, juste pour ressentir un semblant d'apaisement. Et le drame, le vrai drame du lien traumatique, c'est que ton cerveau finit par associer le bourreau à ton unique source de soulagement. Donc, demander à une victime de prendre ses affaires et de partir un beau matin, c'est comme demander à un héroïnomane de traverser un sevrage physique extrême tout seul, sans assistance. Mais littéralement, c'est un syndrome de sevrage neurobiologique, l'architecture même des neurones a été altérée. C'est pour ça qu'il faut vraiment arrêter de culpabiliser les gens qui n'arrivent pas à partir. Surtout que toute cette tempête chimique interne, elle se joue en plus sur une scène sociale extérieure, une espèce de chorégraphie toxique qu'il faut absolument repérer. Le rapport utilise une modélisation super connue pour ça, le triangle dramatique de Karpman. Oui, Stephen Karpman, c'est une grille de lecture systémique vraiment brillante. Ça modélise 3 rôles archétypaux qui sont tous interdépendants. T'as le persécuteur, le sauveur et la victime. Et aucun de ces rôles n'est sain, si je comprends bien. Aucun, parce qu'aucun ne cherche une vraie communication. Le but de chaque rôle, c'est juste de s'auto-valider, de tirer un bénéfice psychologique caché. Par exemple, le persécuteur, il agresse pour garder le contrôle et cacher ses propres faiblesses. Le sauveur, lui, il n'a pas été invité, mais il étouffe les autres avec son aide pour se sentir indispensable, se donner le beau rôle. C'est ça, il crée une dette morale. Et la victime, avec un grand V, dans ce modèle-là, c'est quelqu'un qui se plaint en permanence pour forcer les autres à prendre ses responsabilités à sa place. Exactement. Et là où ça devient terrifiant avec un manipulateur pathologique, comme un pervers narcissique par exemple, c'est sa fluidité. C'est un caméléon. Il va pas rester figé dans le rôle du persécuteur. Il passe d'un bout à l'autre du triangle. À la vitesse de la lumière. Imagine que la cible de ces abus trouve enfin le courage de poser une limite, de dire stop. Ouais, elle essaye de s'émanciper. À la seconde où le manipulateur sent qu'il perd le contrôle, hop, il tombe le masque du persécuteur et il enfile celui de la victime. Il se met à pleurer, il dit qu'on l'abandonne, qu'il est incompris après tout ce qu'il a soi-disant fait pour toi. Il joue sur la culpabilité à fond. Et la vraie victime, du coup, se retrouve désorientée. Totalement. Elle est propulsée dans le rôle du persécuteur cruel qui fait pleurer son partenaire, ou alors elle retombe dans le rôle du sauveur pour consoler la personne qui l'a agressé 2 minutes plus tôt. C'est un théâtre de l'absurde, en fait. Ce qui m'amène à la question la plus importante de cette exploration. L'arsenal d'autodéfense. Comment on fait pour sortir de ce triangle sain? Face à une toxicité pathologique, la victoire absolue, c'est le no-contact, c'est-à-dire la fuite géographique et numérique totale, on bloque tout. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas toujours possible, non? Si on a des enfants en commun ou si c'est notre patron direct et qu'on a besoin de notre salaire,
comment on neutralise le poison quand on est obligé de rester à l'intérieur? C'est là qu'il faut revoir nos instincts. L'instinct naturel, quand on nous accuse à tort ou qu'on nous ment, c'est de vouloir argumenter, de ramener des preuves, des dossiers et de prouver à l'autre par A plus B qu'il a tort. Bah oui, c'est logique. On veut rétablir la vérité. C'est profondément humain. Mais stratégiquement, face à un manipulateur, c'est une erreur fatale. Les cliniciens appellent ça le piège de la vérité. Le piège de la vérité? Oui, parce qu'en fait, le prédateur, il s'en moque éperdument de la vérité. Ce qu'il veut, c'est l'énergie. Il se nourrit de tes émotions, de ta colère, de tes larmes, de ton anxiété et de ton besoin désespéré de te justifier. Donc, en argumentant, on lui donne littéralement son carburant. C'est ça. Le but de l'autodéfense, ce n'est pas de remporter le débat, c'est de refuser de monter sur le ring. D'accord. Assécher le prédateur en devenant une surface lisse, quoi. Et comment on fait ça concrètement? Il y a des techniques dans le document? Oui, il y a la fameuse technique du brouillard. On l'appelle aussi l'aïkido verbal, conceptualisé par des expertes comme Isabelle Nazareaga. L'image est simple. T'as déjà essayé de donner un coup de poing dans un banc de brouillard? Bah non, il n'y a aucune résistance. Voilà. Tu vas devenir ce brouillard impénétrable. Et ça demande une discipline de fer. Il s'agit de répondre aux attaques par des phrases ultra courtes, complètement dénuées d'émotion. Tu utilises des truismes, des proverbes ou le on. Ton visage doit rester neutre et ta voix monocorde. Attends, on va faire un test pour que ce soit bien clair. Faisons un petit jeu de rôle, disons que je suis le manager toxique, tu as été convoqué dans mon bureau et je t'attaque frontalement. Mais ton analyse sur ce dossier est ridicule. Comme d'habitude, tu n'as aucune rigueur intellectuelle, franchement, c'est pathétique. Face à ça, instinctivement, j'aurais envie de sortir mon dossier, de crier que j'y ai passé 3 nuits blanches, mais avec la technique du brouillard, je te regarde calmement, les épaules détendues, et je dis juste, c'est une opinion. Waouh. Ou alors, l'erreur est humaine. On a tous le droit d'avoir un avis. C'est tout. C'est radical. Parce qu'en tant qu'attaquant, je me retrouve face à un mur complètement lisse. J'ai rien, aucune prise pour relancer mon escalade verbale. Mon agressivité tombe dans le vide. Le manipulateur se retrouve affamé. Mais attention, certains ne font pas d'attaque frontale. Ils utilisent le sous-entendu ou le silence punitif. Et là, le brouillard ne suffit pas. Il faut utiliser la métacommunication. La métacommunication. C'est le fait de commenter la conversation elle-même. Exactement. L'échange vu du ciel. Au lieu d'essayer de décrypter pourquoi ton collègue refuse de te dire bonjour depuis ce matin ou de ramper pour obtenir un mot, tu sors de l'implicite. Tu nommes le comportement. Voilà. Tu peux dire publiquement, d'un ton neutre, « Je constate que le choix a été fait de ne plus me saluer ni de répondre à mes questions professionnelles aujourd'hui. Je prends acte de cette posture et nous reprendrons l'échange quand les conditions d'un dialogue normal seront réunies. » Boum. On expose la manipulation à la lumière de la rationalité. Sans l'agresser, mais on lui enlève son pouvoir de nuisance caché. Le sortilège de la confusion est rompu. C'est tout à fait ça. Et pour vraiment verrouiller cette posture de défense sur le long terme, les spécialistes conseillent un dernier outil, le protocole des 3 P. Les 3 P, oui. Protection, permission, puissance. La protection d'abord, c'est restaurer ton assertivité, savoir dire un non clair et définitif. Pas un non mais on peut s'arranger, hein. Un non qui ferme la porte à la négociation pour remettre des frontières étanches. Ensuite, il y a la permission. J'ai trouvé ce point très touchant en fait. Parce que, sous emprise, la victime a souvent appris à étouffer ses propres sentiments pour toujours s'ajuster à l'humeur du prédateur. C'est vrai. Se donner la permission, c'est s'autoriser de nouveau à ressentir des choses, s'autoriser à être en colère ou à être profondément triste. Et surtout, ressentir ses émotions sans avoir besoin que le bourreau les valide ou s'excuse. Et le dernier pilier, pour clôturer ce protocole, c'est la puissance. Oui. Et cette puissance, paradoxalement, elle s'acquiert par un renoncement. Il faut abandonner le fantasme de toute puissance qui te fait croire que tu peux sauver ou réparer un manipulateur. Ah, on fait le deuil du rôle du sauveur. Absolument. On ne guérit pas la perversion avec de l'amour ou de la patience, ça ne marche pas. En acceptant ton impuissance à changer l'autre personne, tu récupères l'intégralité de ta propre puissance pour changer la seule chose que tu contrôles, toi-même. C'est fort. C'est le début de la reconstruction en fait. On commence à archiver des preuves pour se défendre légalement et on entame un travail de déprogrammation. C'est le seul chemin possible vers la résilience, oui.
Au terme de cette plongée vertigineuse dans l'ingénierie mentale, il y a une réflexion qui s'impose à moi, en regardant tout ce qu'on vient de lister. Vas-y, je t'écoute. En fait, les prédateurs réussissent à infiltrer notre esprit, mais ils ne ciblent pas nos vices ou nos défauts. Pour nous détruire, ils utilisent notre empathie innée. Ils piratent le principe de réciprocité, notre besoin viscéral de cohérence sociale. C'est le grand paradoxe de la manipulation, oui. Donc ça veut dire que nos plus grandes vulnérabilités face à eux, eh bien, ce sont précisément les qualités qui font de nous des êtres humains sociaux, de bonnes personnes en somme. Du coup, le vrai défi, c'est pas de devenir froid et cynique et de perdre notre humanité pour se blinder. Surtout pas. C'est ça la vraie résilience psychologique. Comprendre la mécanique de la réification, comprendre comment ça marche à l'intérieur, ça permet juste de ne plus la subir aveuglément. Et cette connaissance devient une forteresse pour pouvoir continuer à interagir avec les autres sans perdre notre capacité d'empathie. Exactement, on protège farouchement notre humanité avec les bonnes armes. Je suis intimement convaincue que c'est la seule façon de gagner. Nous arrivons à la fin de notre voyage aujourd'hui sur le murmure digital. Qu'avez-vous pensé de ce sujet? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À très vite pour un nouveau murmure.